Coucou, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui on est le 26 août, donc cette fameuse date qui ferme un petit peu le portail depuis le 8 août. Du 8, on est le 17, on est le 26, de ce beau portail hyper puissant en fait, dans l'énergie du 8. Vous savez qu'on est en énergie collective 8 en 2024 et eh bien, c'était vraiment la période assez puissante enfin qui était vraiment en correspondance avec l'énergie de l'année, hein, comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos. J'espère que ça va pas trop bouger parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mon pied. Mon support, voilà, je vais essayer de pas trop bouger. Donc voilà, si vous avez suivi les autres vidéos, sinon si ça vous intéresse, on parle de numérologie, que vous soyez en chemin de vie 8 ou d'autres nombres peuvent aussi être en correspondance et vibrer assez fort sur ce 8, notamment sur des nombres karmiques parce que le 8 c'est aussi le karma. Et en tout cas, c'est la transformation, la transition. Donc, vu qu'on est en année collective 8, bah, pour pas mal de personnes, ça a pu bouger. Et puis voilà, des personnes aussi qui ont d'autres nombres karmiques dans leur thème. Leur thème de naissance, d'incarnation, tout ça, c'est quoi le but? En fait, c'est de profiter de ces portails énergétiques, de ces périodes qui sont hyper puissantes pour permettre d'accueillir des choses et surtout de libérer des choses en fait. De libérer des blessures, de libérer des traumas, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous reparler de tout ça aujourd'hui, mais vous avez pas mal de vidéos qui en parlent. Et j'avais juste envie de vous refaire une petite parenthèse sur le contrôle. Le contrôle, c'est vraiment, si vous pensez que vous êtes un peu contrôlant, contrôlante, c'est vraiment le signe que bah, vous avez sûrement du 8 dans votre thème. Parce que c'est la première chose vraiment. Alors parfois on s'en rend pas vraiment compte parce que moi par exemple je suis vierge et les vierges on sait que comme signe c'est des personnes qui sont assez organisées, qui aiment bien anticiper justement, qui aiment bien organiser les choses, qui aiment bien prévoir, voilà, qui n'aiment pas trop les trucs qui sont assez perfectionnistes, etc. Et moi, pendant des années, je ne trouvais pas que j'étais contrôlante. Je disais juste que non, que j'étais une personne. En plus, j'ai toujours eu des métiers un petit peu où on me demandait, entre guillemets, ces qualités-là. Donc, ben voilà, je faisais partie des personnes qui étaient organisées, qui aimaient bien anticiper. Comme par hasard, j'ai trouvé des jobs où on me demandait toujours plus d'anticipation, toujours plus, plus, plus. Et ça m'allait bien parce que j'adorais ça. Pour moi, c'était un cadre sécurisant. Donc, si vous êtes aussi un as du contrôle et que vous vous rendez compte qu'effectivement, pour vous, vous aimez bien anticiper, contrôler les choses, tout bien organiser, parce que bah, vous aimez ça, mais si vous vous penchez un peu sur le truc, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous sécurise en fait, qui vous fait du bien, vous avez l'impression que vous allez contrôler les choses, qu'il ne va rien vous arriver de mal. En fait, c'est ça le truc. Pourquoi on anticipe, pourquoi on veut tout contrôler? Parce qu'on se dit, ben, au moins ça va être bien géré, bien prévu. Voilà, s'il y a des choses à régler dernière minute, ben, ce sera possible, mais j'aurais anticipé le max. Et donc, voilà, c'est pour ne pas avoir trop de stress et se dire que tout est sous contrôle, comme on dit. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Voilà, au contraire, souvent, plus on contrôle, et en tout cas, bah, des fois ça fonctionne bien, oui. Mais en tout cas, ce qui est pas bon, c'est pour notre santé et pour notre stress. Voilà. Parce que le contrôle amène toujours plus de contrôle. Ça empêche la confiance en soi. Ça empêche d'être en harmonie et d'avoir un corps détendu. Voilà, enfin tout ce qui est lié après au stress, hein. Euh, au niveau du sommeil, au niveau de tout ça. Mais j'avais envie, d'ailleurs, je vais vous remettre le lien parce que j'avais fait une vidéo l'année dernière, justement, peut-être à cette période, même là, sur le contrôle. Et je parlais du 8 et du contrôle. Et ça me semble important d'en reparler parce que c'est vraiment la manifestation de ce nombre. Le 8, c'est le pouvoir. Il y a beaucoup de politiciens, comme je dis souvent, qui sont en 8, de grands chefs d'entreprise ou des tapis ou souvent des personnes en quête de célébrité
d'argent, de pouvoir. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut toucher à tout, à l'argent, à la drogue, à la prostitution, à n'importe quelle combine, entre guillemets, des arnaques liées à l'argent, au jeu, des arnaques en tout genre, parce que le 8, je rappelle que je suis chemin de vie 8, mais moi j'étais plutôt dans l'autre sens. Mais voilà, c'est difficile à équilibrer le 8. Entre ceux qui n'ont pas du tout de recommandations, de revendications, et pas recommandations, de revendications matérielles, et qui vont être plutôt dans des manques d'abondance. Et puis, les autres qui vont être en recherche de pouvoir, d'absolu, de contrôler les autres, de les manipuler. Hein. Les plus grands manipulateurs sont des 8 aussi. Bien sûr, parce que chez eux, non seulement ça les sécurise, mais ça peut aussi leur procurer, bien sûr, de la jouissance, du plaisir à se sentir puissant. Voilà. Le 8, c'est un nombre très puissant. Donc, on peut aussi le sous-estimer. Moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais quand même assez autoritaire dans ma vie. Et moi, je ne cherchais pas de la puissance pour dominer les autres ou quoi que ce soit. Mais par contre, je sais que j'avais facilement tendance quand même à être assez autoritaire. J'aimais bien qu'on fasse ce que je dis. Et en fait, ça me saoulait un peu, que ce soit à la maison ou au boulot ou avec mon petit Lucas, quand ça partait dans tous les sens et qu'en fait, on ne faisait pas ce que je demandais. Et ça m'a demandé beaucoup de lâcher prise au fur et à mesure des années. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a du 8 ou un karma, parce que moi j'ai d'autres nombres karmiques aussi, hein, en plus du 8, le 8 n'est pas karmique pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont directement super alignés. Il faudrait que je regarde d'ailleurs au niveau des célébrités, pour qu'on puisse avoir un peu je regarde mes bougies, je surveille mes bougies en ce moment, en même temps. Une petite idée de retracer l'histoire. Mais je voulais vous parler d'Alain Delon justement aussi. C'était un petit peu la chronique que j'avais envie de faire aussi autour de ce 8. Parce qu'il est né un 8 Alain Delon. Et en tout cas, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est Alain qui m'a troublée. Au niveau de l'autorité, je parlais de l'autorité. Oui. Quand on a des nombres karmiques, c'est ça que je disais, les 8 ne sont pas forcément pour tout le monde karmiques. On a du mal à concevoir, à réaliser, à imaginer que la vie est de notre côté en fait. C'est vrai qu'on prend tout un peu au sérieux. Alors pour le coup, si vous embauchez une vierge ou un 8 ou dans ces signes-là, dans ces numéros-là, c'est sûr qu'on est super sérieux, sauf si on tombe sur un arnaqueur bien sûr. Mais sinon... on va être très dévoué, on est des perfectionnistes, etc. Mais dans le lâcher prise, justement, on a du mal, on pense que si on contrôle, il ne va rien nous arriver. Ou en tout cas, on va limiter la casse. Et c'est tout un travail justement de lâcher prise et de se dire qu'on peut faire confiance et que la vie est de notre côté, que la vie nous traverse pour le mieux. Et en fait, pendant longtemps, et après j'ai rencontré un compagnon, mais qui était encore plus contrôlant que moi. Et ça a été horrible pour moi, parce que c'était un miroir, et je me disais, oh là là, mais si c'est ça l'anticipation, si c'est ça le contrôle. Et en fait, il avait confiance en personne, il critiquait tout le temps tout, il râlait tout le temps pour tout. Dès qu'il y avait un truc, il disait, ah mais ça je savais que ça allait arriver comme ça, je savais que ça allait foirer. Dès qu'il y avait une chose à déléguer, en fait, il partait du principe que ça allait foirer ou qu'on ne pouvait pas faire confiance à déléguer. Et d'ailleurs, quand on a eu notre affaire, ça a été vraiment problématique. Et moi, au fur et à mesure des années, je suis devenue aussi un peu comme ça. Je disais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et tout. C'est comme ça qu'à la fin, j'ai fait un burn-out. Parce que si tu peux jamais rien déléguer, tu peux pas tout faire toi-même, quoi. Hein. Pourtant, j'avais recruté des bonnes personnes. Il y avait des personnes avec qui je savais que je pouvais déléguer parce que c'était des personnes qui étaient un peu comme moi d'ailleurs, ou qui ont aussi un peu du 8 et qui étaient sérieuses et tout ça, et je faisais confiance. Mais par contre, lui, il était toujours derrière
à dire oui, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas foirer, est-ce qu'il va pas y avoir un problème, genre on part 2 jours, si c'est pour avoir un problème, autant rester là, et tatati, et tatata, et c'était comme ça tout le temps, non-stop. Et cette personne, en fait, elle croit pas du tout dans la beauté de la vie. Bon, c'est vrai qu'il lui arrivait plein de trucs de haut et de bas et tout, mais bon, aussi comme moi. Mais en fait, ça a conforté sa croyance, comme quoi, en fait, on ne pouvait pas faire confiance à la vie. Et moi, au fur et à mesure des années, et aussi de mes épreuves, eh ben, c'est ce que je pensais aussi passer un moment. Jusqu'à ce que la vie m'oblige, là c'est la vie qui a été contrôlante avec moi, m'oblige à lâcher quand j'ai eu mon accident du pied, que j'ai passé je sais pas combien de mois à l'hôpital, que j'étais 14 mois en arrêt maladie, que j'ai fait mon burn-out, j'ai tout fait, la nuit nord de l'âme, le ci, le là, enfin bref, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Dépouillement total, cœur brisé, j'ai tout eu en même temps. Pendant 2 ans, ça a été la totale, en fait. Ouais, voilà quoi, plus ou moins, entre 2020, 2021 et 2023. Donc j'ai bien expérimenté le dépouillement et le 8 c'est souvent ça puisque c'est les montagnes russes, donc c'est des gens qui peuvent être millionnaires, milliardaires et puis se retrouver genre limite SDF, qui peuvent tout perdre, boulot, famille, amis, santé ou tout gagner parce que le 8 c'est l'abondance. Donc bah, c'est voilà, c'est ou 0% ou 100% ou 1000%. Mais en fait, bah, dans cette période qui a été une grande période de dépouillement, en fait, la vie, elle te fait passer par, comment dire, te retrouver toi-même, hein, retrouver ton intériorité. Et moi, je sais que j'avais un grand besoin de retrouver mes capacités. Ça, c'est encore autre chose. Et la vie m'a fait traverser un paquet d'épreuves. Je pense aussi, bah, pour aussi aider d'autres personnes aussi qui passent par là, parce que bah, pour le coup, je peux dire que je sais ce que c'est parce que j'y suis passée, hein, vraiment. Donc là, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste d'avoir lu des bouquins en tant que thérapeute, ou voilà, c'est pas juste des ressentis ou des compréhensions mentales. C'est non, 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 j'ai vécu tout ça, donc voilà. Donc je sais vraiment par quoi on passe. Et en fait, petit à petit, parce que moi je suis très curieuse, donc je me suis intéressée. J'ai une mission spirituelle en 7. Le 7, c'est les apprentissages, l'enseignement, c'est la foi. Donc, ça a été de retrouver foi en moi, en fait. Hein, parce que quand on dit la foi, c'est pas de se trouver un gourou, hein, ou d'être gourou soi-même, comme on m'a déjà dit une fois, ou de tomber dans la religion à donf et tout ça. Non, c'est vraiment enfin, dans ma perception des choses, hein, dans la numérologie. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Mais le 7, c'est vraiment, un peu comme le 3 d'ailleurs, hein, retrouver foi en soi. Voilà, dans ses capacités, et d'arriver vraiment à équilibrer ce yin et ce yang qu'on a tous en nous. Hein. Voilà, cette partie plus féminine, plus intuitive, plus douce, et cette partie plus masculine de l'action, du leadership, de l'action, de l'engagement, etc. Et que les deux cohabitent parfaitement ensemble. Voilà, donc c'est pas facile, c'est pas un équilibre facile à trouver quand on est 8. Hein, c'est ce fameux rond du haut et rond du bas, hein, que comme je dis toujours, le rond du bas qui doit être bien ancré dans la terre, au quotidien, dans la vie quotidienne, voilà, au jour le jour, etc. Et le 8 du haut qui reste quand même connecté au ciel. Un petit cheveu qui me chatouille. Qui reste connecté au ciel, à la foi, à l'intuition, à cette connexion divine. Hein. Alors mettez une connotation religieuse ou pas si vous voulez derrière. En tout cas, pour moi, voilà, c'est quand même Dieu. Il y en a qui disent l'univers, tatitata. Oui, l'univers aussi, si on veut. Hein, mais pour moi, je n'ai pas peur de le dire. C'est vraiment Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 26. Et le 26, c'est un nombre sacré. En numérologie karmique, c'est le nombre de Jésus. 26 qui fait un 8. Hein, et c'est marrant parce qu'on a le 8 aussi. Le 8, c'est aussi le nombre de Marie. Mais le 8, quand il vient du 26, c'est le nombre de Jésus et c'est le nombre des énergies christiques en tout cas. Donc c'est hyper puissante. La semaine dernière, je vous avais fait une vidéo pour vous parler du 17 où je vous avais dit que c'était le nombre de la chance. Donc là, c'était un 8 qui venait
vraiment d'abondance, de chance, voilà, comme l'étoile, hein, euh, d'une bonne guidance. Et là, aujourd'hui, c'est voilà, ce 26, il ferme ce portail avec des énergies christiques. Donc, c'est quand même hyper, hyper puissant. Et pourquoi je vous parlais de ça? J'ai encore reperdu le fil. Ce coup-ci, c'est plus Alain Delon, c'est Dieu qui m'a perturbée. Euh, donc, ce 8, il a des hauts et des bas. Et en fait, ces dépouillements qu'on vit quand on est 8, bien sûr, c'est pour se reconnecter à nous-mêmes. Voilà. Pour transmuter ce qu'on dit, parce que le 8, c'est le nombre de l'alchimiste. L'alchimiste, le 8, on a la capacité, quand on est en 8, d'alchimiser les choses. Donc, c'est-à-dire les blessures, les noirceurs, les ombres, les tristesses et tout, on peut tout, on est capable de transformer ça. On dit transformer le plomb en trésor, le plomb en or. C'est ça, en fait, on est des alchimistes et une fois qu'on a été voir nos ombres, qu'on les a accueillies, qu'on a, comment dire, qu'on a fait la paix avec soi, voilà, il y a tout un travail intérieur à faire, à se voir soi-même, à se reconnaître, à s'aimer, à se pardonner, etc. C'est tout un long travail. Eh bien, on arrive à un moment donné où nos blessures, on les guérit. Et nos blessures, on les guérit jamais totalement à 100%, on est bien d'accord. Mais disons que ça devient vivable et en tout cas, on en est conscient. On arrive dans un état de conscience de nous-mêmes, de ce qu'on a vécu, de pourquoi on l'a vécu, pourquoi on a vécu les choses comme ça, pourquoi on a tant souffert de certaines choses, etc. On comprend que tout était en miroir, les autres étaient en miroir de nous et inversement. Et on comprend qu'on a le pouvoir d'alchimiser tout ça en fait. Et bah ça c'est formidable quand même, voilà. Et quand on dit les fameux cadeaux mal emballés, que les épreuves sont effectivement, on comprend que les épreuves ne sont pas juste des épreuves. Alors oui, je suis d'accord avec vous, il y a des épreuves qui sont plus difficiles que d'autres, hein, mais on comprend en tout cas que pour certaines personnes et pour certaines épreuves, on peut arriver en tout cas à transformer ces fameuses épreuves qui sont des cadeaux mal emballés en cadeau quand même tout court pour nous. Ça veut dire que ça va nous révéler des choses sur nous-mêmes, ça va nous débloquer les choses, ça nous aura fait travailler sur certaines choses qui nous permettront de passer à un autre stade. Mais moi, je ne parle pas de trucs perchés, je vous parle de trucs vraiment concrètement dans sa vie, hein, de changer des schémas, de couper avec des schémas des répétitifs, de pouvoir vraiment réaliser sa vie, ses rêves, d'être bien, de sortir d'illusions ou des schémas de tout ce qu'on a eu dans notre enfance et de tout ce qui touche à notre conditionnement de notre famille. On n'est plus dans vouloir faire plaisir à la famille, vouloir que la famille soit fière de nous, vouloir être une bonne personne. Enfin, tous ces trucs de schéma où on est tous passés par là pendant notre première partie de vie. Voilà, jusqu'à temps qu'on ait tous eu ou un accident, ou un burn-out, ou un gros chagrin, ou des épreuves qui nous aient fait nous remettre en question, ou simplement parce qu'on n'était pas heureux. Et là, c'est pour ça que je voulais vous parler aussi d'Alain Delon. On a beau avoir plein de choses dans sa vie, hein, de l'argent, de la gloire, des femmes, de ici et là, et on se rend compte un jour que c'est pas pour ça forcément qu'on est heureux, hein. Et comme diraient certains, pourtant, même quand on a tout, mais en fait, notre âme, elle vient expérimenter certaines choses. Et pourquoi je vous reparle encore de ça, des blessures, etc. Cet homme, Alain Delon, qui avait tout, enfin, on pourrait penser qu'il avait tout, a gardé toute sa vie jusqu'à sa mort une quête de paix, une quête, voilà, une recherche qui est restée a priori quand même assez longtemps, pour pas dire toujours. Il est resté dans des ombres, hein. On disait qu'il était assez ténébreux. Il a quitté beaucoup de femmes, il a eu beaucoup de belles femmes, il a eu beaucoup de femmes aimantes et qu'il a aussi lui aimé. Mais malgré tout, il ne trouvait pas le bonheur. Il ne trouvait pas cette paix. Malgré son succès, malgré l'argent qu'il a eu, malgré il a quitté, il était fiancé avec Romy Schneider, il l'a quitté, et puis il s'est mis, je veux dire,
avec Nathalie Delon, il a eu son premier fils, avec qui ça s'est pas bien passé, parce que c'est pareil, on se fait des histoires sur la paternité. Il y a plein de gens qui font des enfants. En fait, les gens font des enfants en espérant régler leur situation de couple, ou en espérant s'épanouir eux-mêmes. En fait, ils pensent en, en donnant la paternité, en devenant père, ils vont transmettre quelque chose. Déjà, c'est hyper égotique parce que qui on est pour penser qu'on est trop super bien, pour se dire que voilà, qu'il faut qu'il y ait un petit nous. Voilà, la plupart du temps, quand on voit ce qu'on leur transmet nos gamins, au niveau des lignées du transgénérationnel et tout ça, ben voilà, la plupart des temps, les gens font des enfants soit pour sauver des couples, soit pour attacher l'autre dans un couple, soit par ego, parce que voilà, soit par archi-conditionnement, parce que dans la vie, on vous dit qu'il faut se marier, qu'il faut faire des gosses, voilà, c'est la normalité. Si on fait pas ça, on n'est pas dans le cadre, on est jugé, on est rejeté. Donc comme on a tous plus ou moins une blessure de rejet, ben, on n'a pas envie d'être rejeté par le clan, par la famille, par la communauté, etc. Ben voilà, on fait quoi? On reste bien sage dans le moule à faire comme tout le monde, parce qu'on nous a vendu ça, que c'est ça le bonheur. Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, c'est le bonheur pour certaines personnes, mais il y a plein d'autres personnes, et d'ailleurs, on en parle de plus en plus, et heureusement, c'est en train de se libérer là-dessus. Il y a plein de personnes, et de tout genre, de tout bord, hommes et femmes, pour qui la maternité ou la paternité ou la vie de couple en tout cas, ou en tout cas tout ce conditionnement familial n'est pas du tout euh, le rêve qu'on nous vend, etc. C'est très tabou encore de parler de tout ça, mais heureusement il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Et beaucoup de gens sont déçus parce que bien sûr nos parents ne nous ont pas dit tout ça. On croit que nos enfants ils vont nous ressembler, on croit que nos enfants ils vont garder les valeurs qu'on leur a inculquées, qu'on les a éduqués d'une certaine manière. Et parfois, après, en grandissant, bah, on se rend compte que non. Ou c'est à croire que des fois on se dit putain, c'est pas possible. Est-ce qu'ils font exprès de prendre que tous les défauts de l'autre? Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est pas évident. C'est pas pour ça qu'on fait des enfants. On fait des enfants par amour. Par amour de notre partenaire, vraiment. Par amour vraiment d'avoir envie de créer, mais pour aucune raison de créer un petit être, pour aucune raison égotique en fait. On ne fait pas un enfant pour soi. On ne fait pas un enfant parce que quand on sera vieux, il faut qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de nous. Et il y a plein de sociétés où c'est comme ça. On fait des enfants pour que les enfants nous, voire même nous entretiennent. Nous entretiennent, mais c'est horrifiant quoi. Et quelle charge il pèse déjà sur l'enfant, déjà quand il naît. Mais Alain Delon s'en est bien rendu compte que en fait, son premier fils qu'il a eu, c'était un homme qui était confronté à ses démons, c'était un homme qui était confronté à beaucoup d'ego. Hein. Parce que bien sûr, quand on a eu la vie d'Alain Delon, avec le succès qu'il a eu en France, à l'étranger, au Japon, partout, les tournées qu'il a fait, les promos et tout, c'est un truc de fou. C'est certainement, ça aurait de quoi faire péter un câble à peut-être n'importe qui, tous, tous autant qu'on aime, mais en attendant, il s'est bien rendu compte que, bah, en tout cas avec la famille ça l'a pas fait, et puis ensuite il a eu Mireille d'Arc, qui a été une femme, mais je crois que c'est ma préférée, Mireille d'Arc, une femme mais tellement admirable, elle a tout arrêté sa carrière et tout pour s'occuper de lui, mais elle disait qu'elle voulait, hein, qu'il ne l'avait pas forcé, mais elle, c'était l'amour de sa vie. Elle s'est occupée de son immobilier, de construire ses maisons, de son bien-être. C'était une petite fée pour lui. Elle était là à côté de lui et c'était une petite fée. Et elle a été mal remerciée, entre guillemets. Bon, enfin, ils ont quand même vécu 15 ans ensemble, hein, ce qui est déjà, je trouve, super bien, 15 ans de bonheur. En plus, il n'était pas fidèle et tout. Bon, bah, bref. Elle a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Mais disons que si elle était heureuse, le souci, c'est que quand il l'a quittée, apparemment, il voulait encore d'autres enfants. Parce que comme avec le premier, ça se passait pas bien, il s'est peut-être dit peut-être avec une autre femme. Il avait encore des illusions voilà, certainement, de construire une famille. Mais pourquoi? Parce que cet homme, dans son enfance,
Il a été mis de côté, un peu abandonné par ses parents. Il est parti en orphelinat très petit, je crois, 4 ans, de 4 ans à 13 ans, ou je ne sais plus exactement, mais en tout cas très petit. Il avait des blessures d'enfance incommensurables. Et au lieu de faire des enfants, il aurait mieux fait de faire une thérapie, je pense, à mon avis. Même s'il a eu une relation assez fusionnelle avec sa fille, Anouchka, mais son deuxième fils, ça n'a pas été ça non plus. Et avec sa femme, Rosalie, la dernière là, enfin c'était pas sa dernière femme, mais en tout cas celle avec qui il a eu ses 2 enfants, bon ça y a été aussi un certain temps. Mais finalement c'est elle qui l'a quitté à la fin pour Alain Flelou, un autre Alain. Et ou c'est lui qui a quitté, ou il a été quitté, et dans tous les cas, il n'a jamais retrouvé de stabilité familiale, émotionnelle et amoureuse. En gros, dans plus ou moins aucun de ses couples. Et ça, c'est triste quand même, parce que je pense qu'il devait avoir un karma en 6. C'est sûr que lui, en tout cas, il est né le 8. J'ai pas regardé toute sa numérologie encore, mais je sais qu'il est du 8. Je me disais, lui, il doit être. Je pense qu'il est lion, ce gars. Je me disais, je pense qu'il est né en août. Et j'en parlais avec une copine, et en fait, il est du 11, il est du 8, je vais y arriver, novembre. Donc ce gars, il avait un métronome quand même, hein. Mais ce 11, qui est très intuitif, qui est un guide, normalement le 11, hein. Ah, c'est sûr que ça peut être aussi un nombre très très difficile, hein, avec beaucoup d'ego, beaucoup de tyrannie, beaucoup de volonté, beaucoup de despotisme, de tyrannie, etc. S'il n'est pas tellement équilibré. Et son 8 et son 11, vu qu'il était du 8 novembre, ça fait un 19. Donc il avait une mission spirituelle en 19. Et 19, c'est un gros nombre karmique. Voilà. Donc en plus d'avoir son 8 comme jour de naissance, hein, qui parle de tout ce que je vous ai dit avant, hein, le contrôle, etc. Après, d'abondance, il a eu de l'abondance. Hein. Il a eu de l'abondance en tout, en fait. Mais est-ce que cette abondance a fait qu'il a été heureux? Et non. Et c'est ce que découvrent beaucoup de personnes qui deviennent riches, célèbres, qui ont soi-disant tout, parce qu'en fait, ils ne font pas le travail sur eux-mêmes. À la base, on en revient toujours au travail sur les blessures, au travail de l'enfance. Si dans votre vie, malgré un travail que vous adorez, qui vous plaît, gagner de l'argent, ou même d'avoir une famille, d'avoir réalisé plus ou moins tout ce que vous vouliez dans votre vie, vous n'avez pas ce sentiment, mais d'être super, super en paix, super heureux, et que vous savez qu'il y a un truc, que non, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, il manque quelque chose, il y a un truc qui va pas. Pourtant, en apparence, matériellement, ou même au niveau de la famille ou quoi, vous avez beaucoup de choses. Eh bien, c'est que votre âme est venue expérimenter autre chose, et que vous avez encore des choses à réparer. Voilà. Et pourquoi il y en a tant qui tombent dans les médicaments, que ce soit Jackson, Whitney Houston, que ce soit Prince, ils font tous des overdoses avec des médicaments, ou de la drogue, ou des deux. Mais pourquoi ces gens qui ont tout, enfin regardons Dalida aussi, d'ailleurs, c'est un peu aussi avec Delon, pourquoi des gens sont si malheureux? Le 8 peut être extrêmement heureux, extrêmement malheureux, ça je peux vous le dire, au niveau émotionnel. C'est difficile, hein, quand on est 8, qu'on a du 8, c'est difficile pour ça. Mais donc, il faut apprendre à comprendre ses émotions, à les réguler. Il faut apprendre à réguler son système nerveux, etc. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans le module 1. Mais le rapport avec son corps. Mais en tout cas, je trouve, j'avais envie de vous parler de cette petite chronique autour d'Alain Delon, parce que je trouve que mais je reviendrai vous dire, parce que je n'ai pas regardé son chemin de vie, il faut que je regarde son année de naissance. Je suis restée sur l'histoire du 8 et du 19. Je vous reparle de la formation de Charlotte de Silky qui va vraiment en profondeur sur les blessures. Si ça vous intéresse, ça se fait sur plusieurs mois. Vous pouvez expérimenter. Elle a recensé 64 blessures. Pour moi, je vous en parlerai tout le temps. D'ailleurs, j'ai oublié le livre. Je voulais vous montrer le livre. Je vous mettrai le lien de toute façon. Transmuter le plomb en or, la base. Si vous n'arrivez pas à matérialiser, à manifester ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie, etc. dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des blocages. Ces blocages, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont forcément liés à votre enfance, à votre manière dont vous avez vécu l'amour, de la manière dont vous êtes né déjà, s'il y a des traumas de naissance,
la manière dont, de la relation que vous avez eue avec votre père et avec votre mère, pour 90%. Après, il y a les grands-parents, ça compte aussi un peu parce qu'il y a des schémas familiaux. Mais si vous n'allez pas régler ça à un moment donné, parce que j'ai beaucoup de gens, je vois autour de moi, personne ne veut y aller voir. Hein. Les gens croient qu'ils vont pouvoir, ils sont plus forts que les autres en fait, et eux ils vont pouvoir régler tout sans passer par là où personne n'a envie de passer, en gros. Mais ça se passe pas comme ça, en fait. Et on est obligé d'aller voir ça, d'aller voir ça peut être des traumas, mais ça peut être des choses. Moi, j'ai une enfance très super protégée. Maman nous aimait beaucoup, nous donnait beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Le seul problème, c'est qu'elle était stressée, angoissée. Elle avait un schéma d'attachement stressé, angoissé. Donc, ce stress qu'elle avait, qu'elle ne savait pas tellement gérer et tout, nous a été donné, communiqué tout le temps. Et on a été élevés comme ça, et avec un système nerveux dérégulé, et pour elle et pour nous. En plus, après, mon frère est né prématuré, donc du stress, la totale. Et en fait, plus on est comme ça, plus on attire des situations comme ça. Par contre, notre père était complètement absent. Grosse blessure d'abandon, de rejet, mon père, de trahison, avec un gros problème lui-même avec sa mère. En ayant eu une période de vie aussi en orphelinat, bref, dépressif, ensuite aussi l'alcool pas top, etc., etc. Donc, ça demande du temps d'aller voir tout ça, d'aller accueillir tout ça. Mais en fait, une femme ne peut pas construire une relation saine avec un homme si elle n'a pas réglé la relation à son père. Et on pense que ça ne nous regarde pas, on se dit mais c'était sa vie en fait, moi j'ai rien à voir là-dedans. Mais en fait si, c'est ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. En fait la relation qu'on a avec notre père, nous les femmes, ça crée notre langage de l'amour. Et quand on a eu un père absent, notre langage de l'amour, c'est l'amour égale l'absence. Quand on a eu un père qui n'était pas engagé, qui n'était pas présent, qui ne connectait pas ses émotions, qui était dans la fuite, qui était aussi en schéma d'attachement. Lui, il était évitant, mais il était aussi stressé, angoissé. Il avait les deux, mon père. Eh bien, c'est quoi la relation que j'ai avec lui Eh bien, voilà, c'est ça, l'amour égale ça. Non-présence, non-engagement, non-reconnaissance. Et on va attirer automatiquement à soi des hommes comme ça. Pourtant, on ne veut pas ça, puisqu'on l'a déjà eu avec notre père. On n'a pas envie de remettre ça le couvert, on n'a pas envie d'avoir la même chose. Sauf qu'on attire à nous notre langage de l'amour connu dans notre enfance quand on était bébé dans le ventre de la mère, quand on avait 6 mois, quand on avait 1 an, etc. Ça fait partie, 95% c'est inconscient, et il y a 5% de conscience. Mais pour nous, le langage de l'amour, c'est ça. Et c'est la même chose pour les hommes. Les hommes qui ont une mère froide, absente, non aimante, ce qui était le cas de mon père, ma grand-mère était complètement pas du tout maternelle, non présente, etc. Malheureusement, c'est pas ce qu'ils vont idéaliser, chercher chez une femme, mais par contre, c'est quand même ce qu'ils vont attirer. Voilà, parce que pour eux, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont battus, malheureusement, soit qui deviennent maltraitants eux-mêmes, soit qui vont tomber sur des compagnons maltraitants. Et on se dit, mais c'est dingue quand même, ils ont déjà été tabassés dans l'enfance, et maintenant ils se retrouvent encore avec un mari ou une femme qui les tabasse. Ben oui, parce que c'est leur langage de l'amour. Voilà, donc ça demande à faire un gros travail d'introspection, d'aller dégommer tout ça, d'aller y mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil, beaucoup d'amour, et surtout pas du combat, il n'y a rien à combattre du tout. Hein, il y a à s'aimer, à s'accepter, à aller voir notre petit enfant intérieur qui a souffert étant petit de tout ça, et apporter beaucoup de compassion, etc. Donc c'est un travail qui prend des années. Mais ce travail-là, on ne peut pas le faire, on ne peut pas changer nos schémas, on ne peut pas espérer rencontrer des personnes différentes, reconnecter avec l'abondance si on n'en a pas eu, pouvoir vraiment changer significativement les choses dans notre vie si on ne va pas soigner et guérir nos blessures. C'est pour ça que je parle tout le temps des blessures. Et je veux dire vraiment, suivez ce programme de Charlotte parce qu'il est extraordinaire. Elle recense 64 blessures et elle nous apprend à voir comment, alors il y a le côté sombre de la blessure, comment en tirer parti, et ensuite avec sa méthode, elle nous apprend à comment voir l'inverse de la blessure. C'est ça qu'il faut souvent reconnaître chez nous en fait,
le côté lumière de la blessure. À nous, par exemple, si on a été rejeté, eh bien, ne plus se rejeter soi-même, déjà, parce que quand on a été rejeté, on va être victime de la blessure de rejet, mais en fait, souvent, on va passer par des actes qui font qu'on se rejette aussi soi-même. Et aussi, pouvoir prendre le rejet comme quelque chose de positif, dans le sens aussi qu'on peut aussi faire, par exemple, un métier où on va aider les personnes qui sont victimes de rejet, par exemple. Où on va aider des personnes qui sont exclues de la société, qui se sentent rejetées de la société, etc. Faire quelque chose de positif dans ce contexte de rejet, par exemple. Là, c'est juste un exemple comme ça. Voilà. Donc, il y a là, dans la partie sombre et dans la partie lumière. On peut tirer, en fait, des deux. Et ça, elle le fait pour toutes les blessures. Donc, c'est vraiment important. Moi, elle fait des ateliers, j'ai fait plusieurs ateliers aussi avec elle. J'ai fait un atelier sur l'abondance, mais j'avais fait un atelier sur la blessure de rejet. Mais là, moi, en ce moment, j'ai beaucoup travaillé aussi l'injustice, la trahison et l'abandon. Je l'ai beaucoup travaillé au début, ma nuit noire de l'âme et tout ça. Et maintenant, j'en suis sur la blessure d'humiliation en ce moment, que je ne voyais absolument pas avant. Et qui sait, maintenant, je vois que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ben oui, il y avait de la trahison, il y avait de l'abandon, il y avait de l'injustice, voilà, il y avait du rejet, etc. Mais il y avait aussi beaucoup d'humiliation. Et cette blessure d'humiliation, c'est pas tout le monde qui l'a. Et moi, je suis en train de regarder un peu, de faire des statistiques, mais je pense que tous les gens qui ont des karma 19, plus ou moins. Le karma 19, je vous rappelle, c'est un karma global qui comprend tous les autres karmas, le 13, le 14 et le 16. Donc, il concerne plein de domaines. Et j'ai l'impression que les personnes qui ont des karma 19, et bien souvent, parce qu'on dit qu'on n'a pas tous les 5 blessures, que des fois on en a moins, des fois on en a plus. Bon, Charlotte, elle en a recensé 64. Mais en fait, souvent on dit que la blessure d'humiliation, c'est pas tout le monde qui l'a. Moi, j'ai l'impression que les gens qui ont des gros karmas ou beaucoup de 8 ou les karmas, ben souvent, ils sont bien cette blessure. Et cette blessure, on la voit pas du tout au début. On la voit pas du tout. Dans tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, en premier, j'ai vu l'abandon, le rejet, la trahison, voilà, j'ai vu tout. L'injustice, ces derniers temps, c'était beaucoup l'injustice. Je trouvais que c'était pas juste. Ça m'a obligée vraiment à sortir de mon mode victime pour reprendre mes responsabilités et tout. En plus, je suis en année 6, donc c'est vraiment ça. C'est mon année personnelle cette année en 8. Et donc, vraiment, c'était de prendre sa responsabilité, de dire non, je ne suis pas victime. Voilà, je peux reprendre les rênes de ma vie et voir comment je peux transmuter. Oui, c'était injuste, mais ok, je ne vais pas rester victime toute ma vie. Je ne vais pas répéter toute ma vie que c'était injuste, parce que est-ce que ça me sert ou pas? On en revient après au travail sur les croyances. Est-ce que ça me sert ou pas de penser que c'est injuste? Ouais, d'accord, c'est injuste. Bon, je vais pas rester à ce stade-là toute ma vie, quoi. Faut avancer, mais en même temps, pour avancer, il faut se pardonner. Voilà, et il faut sortir de cet état de victime. Donc, en fait, tout est lié. Tout est lié avec les blessures. Donc, c'est obligatoire à un moment donné, si vous avez envie d'avancer, si vous en avez marre de stagner, si vous en avez marre de ne pas réaliser la vie de vos rêves, que vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez. C'est pas que vous n'avez pas de chance, parce qu'en fait, on peut tous apparemment tout manifester. Moi, c'est en cours. Mais je suis des coachs, des personnes et tout qui ont manifesté des choses mais incroyables. Par contre, il faut faire le travail de libération qu'il y a à faire avant. Voilà ce que je voulais vous dire. Et du coup, j'avais aussi envie de vous parler un petit peu d'Alain Delon. C'était l'occasion. Et je vous remettrai en commentaire. Je vais regarder son chemin de vie total. Voilà. Si vous avez des questions, vous me partagez dessous. Voilà. Si vous avez envie de faire votre thème numérologique d'incarnation, vous avez la résa sur Calendly. Si vous voulez, je ne l'ai pas encore loadé, mais je vais le loader, une séance plus courte qui se fait uniquement par oral, sans tout l'écrit, tout ça, c'est moins cher, c'est plus rapide. C'est possible aussi. Bon, vous regardez, il y a plein d'options. Si vous êtes intéressé par l'immobilier, par relooker votre maison, etc. Parce que l'énergie en soi, chez soi, ça marche ensemble. Hein. On est le reflet aussi de notre maison, de notre intériorité. Ça fait partie aussi des choses à s'occuper. Je vous ai fait une super vidéo d'ailleurs hier à la plage que je pense que je vous posterai demain ou après-demain, où je vous parle de ça, de la maison à nouveau, parce que c'est super important. Voilà, pour être bien aussi après chez soi. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.